Alors, mesdames et messieurs, merci de votre présence. Les meilleurs sont restés. Donc, on va parler là, et vous avez bien fait de rester, parce qu'on va parler économie et argent, ou argent et économie. Comment la SMEG, la MTE, la mission de la transition énergétique, pardon, c'est la fin de journée, vont vous permettre de faire des économies. Alors, j'ai l'honneur d'avoir à ma droite Virginie H. Vincenot, qui est chef de division de la mission de la transition énergétique, et Étienne Jadot, qui est le délégué à l'efficacité énergétique de la SMEG, et à ma gauche, Pierre-Franck Pellacchi, qui est le directeur général adjoint de la SMEG et qui va donc commencer cette intervention par nous parler de quoi? Des outils. Allez, allez-y, Pierre-Franck, pardon. Alors, Ah, ben une zapette. Oui, 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 voilà. être très utile. Bonsoir à tous. Effectivement, c'est les meilleurs qui sont restés. C'est ce qu'on dit en général. Et le sujet de l'efficacité énergétique est un sujet qui est cruellement d'actualité ces temps-ci. Et on va essayer de justement ne pas être trop cruel, mais de montrer que c'est un sujet qui est important depuis longtemps. Alors, je vais tout afficher, une question souvent qui vient, c'est la sobriété ou les économies d'énergie par rapport à la reprise économique. Est-ce que ça ne serait pas une injonction contradictoire? Alors, il y a des signaux qui pourraient inciter à répondre oui. Si on regarde sur le graphique de gauche, on a en gris un tunnel qui sont les consommations pendant 2015-2019, pendant 5 ans sur Monaco, mois par mois. Et donc les consommations pendant 5 ans se sont situées dans ce tunnel. Et advient la crise Covid, et l'année 2020, la consommation a été celle de la courbe orangée. Donc on voit au mois de mars, premier confinement, boum, ça descend de moins 20%, ça s'écroule jusqu'à moins 25%, pour remonter petit à petit, et de mars à décembre, on a perdu pratiquement moins 10%. Donc de ce point de vue-là, consommation énergétique et économie sont extrêmement liées. Et ça se conçoit, hein. Si on met les gens au chômage, qu'on ferme les hôpitaux et qu'on arrête toute activité économique, l'énergie baisse d'autant. Cela dit, ce n'est pas parce que l'énergie est un marqueur économique qu'il ne faut rien faire. Et on a déjà fait beaucoup de choses. Et ça, c'est le graphique de droite. Alors, il y a une petite courbe sinueuse en bleu clair, c'est le nombre de kilowattheures dépensés pour faire 1000 euros de PIB. Alors, elle est un peu sinueuse parce qu'il y a eu la crise de 2008, hein, donc il y a un petit trou au milieu, et puis il y a des petits soubresauts parce qu'à Monaco, il y a des industries qui ont été remplacées par du tertiaire, donc elle n'est peut-être pas facile à analyser. En revanche, celle en bleu foncé, elle est vraiment très très intéressante parce que c'est le nombre de kilowattheures dépensés par personne. Alors, par personne, ce sont les résidents et les salariés non résidents. Donc les personnes qui sont vraiment usagers à Monaco. Et on voit que cette courbe décroît de façon continue depuis 2006. Et c'est le cumul d'énormément d'actions. Donc ça fait moins 24% sur la période, c'est à peu près 2% chaque année, qui sont à mettre au crédit des effets de l'efficacité énergétique, à la fois des appareils, de la pédagogie, des actions du gouvernement, j'espère des actions de la SMEG, et il faut poursuivre et même incliner encore plus cette courbe par le bas. Donc on est passé, c'était à peu près 7 MWh par personne en 2006. Aujourd'hui, on est à peine plus de 5 MWh par personne sur l'ensemble de Monaco, malgré des nouveaux usages, hein, puisque on a des véhicules électriques. Hein, ce matin, on en parlait. On a beaucoup de points de charge sur Monaco. On déploie des boucles thalassothermiques pour remplacer le fioul ou le gaz. Mais ces boucles consomment de l'électricité qui n'était pas consommée auparavant. Donc malgré ces nouveaux usages, on voit que les actions d'efficacité énergétique, ça fonctionne et ont des effets. Alors comment faire pour poursuivre et pour réduire les consommations? On a deux moyens d'agir. Le premier, c'est de revoir les besoins.
on peut se poser des questions sur nos propres besoins personnels. Est-ce que ce soir, j'ai vraiment besoin de prendre un bain? Est-ce que je peux pas me contenter de prendre une douche? Pour les entreprises, de dire, bon, est-ce que, en commerce, est-ce que j'ai besoin de chauffer mon commerce à 25 degrés? Est-ce que les gens qui arrivent, qui rentrent avec un manteau, si j'ai 18 ou 19, ça ne serait pas suffisant? Il peut y avoir des incitations politiques aussi sur les besoins. Vous avez vraiment besoin de faire ceci ou cela, ou même des réglementations, des interdictions, et ça peut aller très loin. Bon, on a vu en France des piscines qui fermaient, c'est radical, c'est le besoin. Et c'est là où c'est plutôt du côté politique de voir où mettre le curseur euh, et jusqu'où la réduction des besoins ou la limitation des besoins peut venir grignoter sur l'économie d'un pays. Nous, côté SMEG, en tant qu'opérateur, on ne se veut pas juge des besoins des résidents et des entreprises. Ce n'est pas du tout notre rôle, même si parfois dans nos conseils d'éco-gestes, on peut recommander par exemple des températures de chauffage. On n'est pas du tout dans notre rôle de juger des besoins. En revanche, il y a un deuxième type d'action, aussi très efficace, et c'est exactement la définition de l'efficacité énergétique. C'est à partir du moment où on a un besoin identifié, comment faire pour subvenir énergétiquement à ce besoin de la façon la plus efficace possible. Comment dépenser le moins possible pour un même besoin. Et là, là j'en ai mis 4 types, hein, il y a énormément de moyens d'action possibles. Les comportements, parce que souvent on utilise de l'énergie au-delà du besoin. L'exemple typique, c'est de ne pas éteindre la lumière quand on sort d'une pièce, hein, ou de laisser le chauffage quand on part en vacances. Il y a, pour les entreprises, des vérifications sur les régulations, les automatismes, même à la maison, hein, le fil pilote de l'eau chaude qui se déclenche la nuit. Récemment, on a regardé sur Monaco, on s'est aperçu qu'on avait près de la moitié des chauffe-eau individuels qui n'étaient pas pilotés, qui ne se déclenchaient pas aux horaires pilotes. Alors on pourrait se dire que ce n'est pas très grave, c'est simplement le client qui va payer plus parce qu'il ne bénéficie pas des horaires de nuit. Mais ce n'est pas vrai, c'est de la surconsommation parce qu'un chauffe-eau piloté, il va se déclencher par exemple à 11 heures, il va chauffer, puis après il va s'éteindre, il ne va plus consommer d'énergie. Alors qu'un chauffe-eau qui n'est pas piloté, il ne va pas arrêter tout au long de la journée, dès que la température baisse un peu, de relancer la résistance, de s'éteindre, de relancer la résistance, de s'éteindre. Et on consomme jusque parfois même 3 fois plus en ne pilotant pas un chauffe-eau plutôt qu'en pilotant. Donc rien que sur ce type d'action, très simple, on a des gains énergétiques énormes. Donc le pilotage, hein, je viens d'en parler. Et puis il y a le matériel. Il faut faire confiance aussi à la technologie, des matériels de plus en plus efficaces. Et je vais vous montrer la slide suivante, un exemple. Ce n'est qu'un exemple, hein, mais qui est très parlant puisque c'est l'éclairage. Tout le monde voit de quoi il s'agit. Donc sur la courbe, c'est la part de l'éclairage dans les consommations d'électricité. Dans les années 70, premier choc pétrolier, l'éclairage représentait en moyenne 40% des factures d'électricité, entreprises et particuliers inclus. Comme là-dedans, il y avait des industriels et des équipements lourds, ça veut dire que pour les ménages, on n'était pas loin de 50%. Donc, quand en 1970, vous aviez Jean-Claude Bourré qui à la télévision disait éteignez vos lumières et que le voltmètre, enfin l'ampèremètre de RTE baissait, ça avait un réel impact, 50%. Petit à petit, cette part a diminué. Alors au début, pas tellement grâce à de l'efficacité, mais plutôt au développement de nouveaux usages. Hein. Dans les années 80, on a poussé fortement en France le chauffage électrique, donc la part d'éclairage mécaniquement a baissé. Et puis, au milieu des années 90, là, il y a une grosse inflexion. Début des lampes fluorocompactes, des campagnes de remplacement des lampes à incandescence. Et début de ce siècle, on était aux alentours de 12%. La courbe s'est infléchie un petit peu, mais a continué à baisser grâce aux technologies LED. Et aujourd'hui, on est en moyenne plutôt aux alentours de 5%. Alors, pourquoi je vous montre cette courbe? Alors, première raison, c'est vraiment l'illustration de la slide précédente, c'est que les innovations technologiques ont un impact. Là, on le voit sur l'éclairage.
mais c'est le cas sur les frigos, sur les ascenseurs. Les ascenseurs, c'est flagrant, hein. Les technologies d'ascenseurs d'il y a 30 ans par rapport à aujourd'hui, ça divise les consommations et les besoins en puissance d'un facteur de 3 à 10 facilement. Donc quand il y a un équipement à changer, se renseigner sur la technologie la plus efficace, c'est un bon réflexe plutôt que de remplacer un matériel à l'identique qui pourrait ne pas être optimum au niveau des consommations. La deuxième chose que je voulais vous dire à propos de ce graphique, c'est que même si on est descendu de 40 à 5 ça ne veut pas dire qu'il faut lâcher l'affaire. Si on arrivait à gagner encore 1 à l'échelle de Monaco, c'est, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, à peu près la consommation de 1000 personnes, c'est pas neutre. Donc faire un effort sur l'éclairage restera utile et en plus est extrêmement symbolique parce que quand on voit qu'un bureau est éteint, ça fait penser que oui, il faut faire quelque chose au niveau de l'énergie. Cependant, ceux qui pensent qu'en éteignant la lumière, en sortant du bureau ou de chez eux, ont fait leur maximum et qui n'ont plus rien à faire au niveau maîtrise de l'énergie, se trompent parce qu'ils ont 95% de potentiel à aller chercher ailleurs. Et c'est ça qu'il faut aller chercher désormais. Alors comment aller chercher? Notre conviction, et on en a parlé très souvent pour ceux qui ont déjà entendu des gens de la SMEG discuter de ce sujet, c'est qu'il faut comprendre ce que l'on consomme. Ça, d'avant, on voit hein, l'éclairage. Avant de voir ce graphique, je pense que peu d'entre vous pouvaient dire combien l'éclairage pesait dans sa facture d'électricité. Et peut-être que chez vous, c'est pas 5, hein, mais peut-être que chez certains d'entre vous, c'est 3 et chez d'autres, c'est 10. Donc il faut des outils pour savoir où faire l'effort, où se trouvent les 95%, et si dans les 95%, c'est du chauffage, c'est des électroménagers, pour les industriels, c'est telle machine. Et donc la priorité et le point de départ, c'est comprendre. Et donc pour comprendre, la SMEG, en tant que votre fournisseur et distributeur, a déployé des compteurs communicants et a conçu des outils numériques. Et ce matin, on parlait justement de l'apport de la transition numérique à la transition énergétique. C'est une illustration. Des outils pour que les résidents, donc côté gauche, ou les entreprises, côté droit, comprennent où part leur électricité. Et pour les grands comptes, on a aussi rajouté les autres énergies, ou par le gaz, ou par le chaud et froid urbain consommé. Et donc, on a des outils donc, pour les résidents, quelque chose de très utile qui est le profil énergétique, justement, en déclarant les appareils que l'on a. Ça permet à un algorithme de vous guider sur vos consommations et de voir appareil par appareil ou type d'appareil par type d'appareil où part l'électricité chez vous. Pour les grands comptes, on a des courbes de charge, des outils d'analyse, de comparaison d'une période sur une autre. Et tous ces outils ne font pas tout. L'accompagnement humain est là. Les salariés de la SMEC sont là pour vous accompagner. On a une boutique en ville qui vous accueille. On peut prendre des rendez-vous avec vous pour vous conseiller et vous aider à analyser les courbes, à les comprendre, hein, parce que ce n'est pas forcément évident de comprendre ce genre de courbes, même pour des professionnels, et voir comment et où se situent les gains énergétiques. Donc ça, ce sont des outils gratuits et 100% des clients y ont accès. Là, c'est en kilowattheure ou en euros? Les deux. Les deux. Les deux. Ça veut dire que je peux voir mon économie? Oui, en kilowattheure ou en euros. D'ailleurs, ça se voit à gauche, là, il y a marqué sur cet exemple-là, voilà, 45 Ah oui, 400, je n'avais pas vu, oui. Eh oui. C'est la conversion en euros. Et les deux sont utiles, hein, parce que si vous voulez raisonner efficacité énergétique, il faut comparer en kilowattheure, parce que les tarifs changent. En revanche, si on veut voir l'impact sur la facture, la vision en euros donne immédiatement la réponse. Les 4,96, c'est l'économie que je peux faire ou c'est la part de, la part de kilowattheure? Là, c'est la consommation de la journée. Cette journée a coûté à ce consommateur 4,96 € d'électricité. Ah, super. Et ça aussi, c'est une notion que l'on a peu, savoir ce que l'on dépense en une journée en électricité. Sans ces outils,
vous recevez une facture trimestrielle qui va faire le calcul de diviser par 90 et puis c'est une moyenne. Si on regarde un peu dans ces outils, on s'aperçoit qu'il y a une nette différence selon le jour où on met en place on met en marche la climatisation ou pas, le jour où on cuisine et qu'on allume le four ou pas. Enfin, et ça fait prendre conscience de certains gestes que l'on pourrait éviter. Par exemple, préchauffer un four et puis l'oublier et puis revenir quelques heures après, c'est un gaspillage énergétique énorme. Ne pas couvrir une casserole, ça se voit même sur ces outils-là. Chauffer de l'eau avec ou sans un couvercle, vous pouvez faire une expérience d'un jour sur l'autre, vous verrez la différence. Après, une fois, je vous laisse continuer après, mais une fois que... Pas Étienne, Ah d'accord, bon, ok. Une fois que j'ai cet outil, vous donnez des conseils aussi. Ben voilà, on voit que c'est votre congélateur qui coûte tant. Voilà ce que vous pouvez faire. Vous parlez tout à l'heure du couvercle sur l'eau. Est-ce que vous donnez aussi des conseils de cette nature-là ou vous dites juste, je vous mets un outil, regardez-le et après vous faites ce que vous voulez? C'est les deux, c'est-à-dire que pour la partie Mindexio là, sur les résidents et les PME, en remplissant le profil énergétique, ça vous donne un aperçu de où va l'électricité et ça adapte un lot de conseils personnalisés, adaptés Ah ouais. automatiquement. Euh, et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez rencontrer nos experts à la SMEG et là qui pourront aller plus loin dans les explications. Mais il y a déjà des conseils personnalisés selon le profil énergétique que vous renseignez et selon vos consommations. Donc moi qui suis chef d'entreprise, je vais avoir le Nexio Pro. Alors ça dépend de la puissance que vous avez souscrite. Si D'accord. c'est jusqu'à 36 kilos, on considère que c'est PME, donc vous pouvez accéder à MyNexio. Les conseils sont quand même plus orientés résidentiels. Donc pour les entreprises, vous allez avoir des courbes de charge, des informations. Après, pour les conseils, il vaut mieux en parler parce que les entreprises se ressemblent pas forcément. Autant une habitation ressemble beaucoup à toutes les autres habitations, hein, les usages électriques se retrouvent de façon assez similaire. Autant pour les entreprises, on se rend compte que les usages peuvent être assez disparates et là, le conseil humain est nécessaire. Sauf si on utilise ce Ah, dont on va aller voir. Alors Étienne on va aller voir Étienne maintenant, va alors, vous si je comprends parler. bien. Et oui, Merci, parce que pour aller plus loin, merci Pierre-Franck. Alors, pour aller plus loin, Étienne, c'est donc à Étienne vous. prend le relais. Normalement, il est allumé. Hein. Bonsoir à tous, vous m'entendez? Donc, je m'appelle Étienne Jadot, je suis délégué à l'efficacité énergétique au sein de la SMEG et je suis également responsable du projet Smart Plus que je vais vous détailler. Alors, Smart Plus permet effectivement d'aller un cran plus loin que MyNexio et Nexio Pro. Nexio Pro et Nexio Pro va permettre d'obtenir la vision qu'on a là sur ce graphique-là, c'est-à-dire les consommations au global, à la fois en courbe de charge. Donc c'est le graphique qu'on voit en haut à gauche. La courbe de charge, concrètement, si vous ne savez pas ce que c'est la puissance instantanée que vous consommez à chaque instant. Donc dès que vous allez allumer un équipement, ça va faire monter la courbe de charge, et à l'inverse, quand vous allez éteindre l'équipement, ça va la faire baisser. Et quand on regarde là, c'est une courbe de charge typique d'une journée. On peut voir ce qu'on appelle le talon la nuit. Donc c'est ce qu'on consomme la nuit, c'est tous les appareils qui vont être en veille. Et avec la journée qui commence à 8 h du matin, on va allumer sa cafetière, on va allumer l'éclairage, notre courbe de charge va monter et on observe très, très fréquemment ce profil en cloche avec, qui monte en journée et qui va redescendre la nuit. Et c'est un cycle qui va se répéter de jour en jour. Et en dessous, on a l'évolution en énergie quotidienne. Donc toutes ces courbes-là sont accessibles grâce aux outils que vous a présenté Pierre-Franck, MyNexio pour les particuliers et Nexio Pro pour les professionnels. Le problème avec ces visions, c'est que quand on a des grosses consommations et beaucoup d'équipements qui consomment en même temps, on va pas être en mesure de comprendre précisément ces consommations, qu'est-ce qui consomme et qu'est-ce qui fait que notre courbe a cette forme-là. Et c'est pour ça qu'à la SMEG, on a décidé de développer un nouvel outil qui s'appelle Smart Plus et qui va permettre de décomposer ces courbes de charge et ces courbes en énergie qui sont des courbes globales en fonction des différents usages. Donc ça va nous permettre de colorier notre courbe de charge en fonction des différents équipements qui consomment, des différents usages qui vont consommer au fil de la journée. Donc ça va nous permettre d'identifier précisément
quelle est la part d'éclairage dans nos consommations et à quel moment. Et grâce à cette vision-là, on va être en mesure d'identifier les gisements d'économie d'énergie. Donc, oui, merci. Voilà, donc j'ai un peu avancé. Smart Plus concrètement, qu'est-ce que ça permet de faire? Je vais tout ouvrir. Donc, tout d'abord, ça permet d'identifier les gisements d'économie d'énergie, comme je le disais, puisqu'on est capable de zoomer usage par usage. L'exemple que vous voyez en bas à gauche, c'est par exemple, c'est des exemples réels, hein, tout ça qu'on a vu à Monaco. C'était la production d'eau chaude sanitaire sur un de nos sites, et il y a eu une fuite sur donc les ballons d'eau chaude. Vous voyez tout ce que c'est, hein, c'est un gros ballon dans lequel on va stocker l'eau chaude et qui va s'allumer à chaque fois que l'eau passe en dessous d'un seuil de température. Et dans cet exemple-là, il y a eu une fuite sur notre ballon d'eau chaude sanitaire, qui fait que l'eau chaude, elle s'en allait. Elle était remplacée par de l'eau froide qu'on devait réchauffer pour... Je connais bien ça. Ça m'est arrivé il y a 3 mois. Bon, voilà. Et grâce à Smart Plus, on a pu identifier un pic de consommation. Alors, chez les particuliers, ce pic de consommation, on peut le voir avec des outils comme MyNexio, parce que c'est vraiment des consommations assez élevées pour le CS. Par contre, pour des gros consommateurs, ces consommations de CS, elles vont être diluées dans toutes les autres consommations, et on ne va pas être en mesure de voir cette dérive. Grâce à Smart Plus, on a le détail des consommations usage par usage, et on va être en mesure d'identifier les dérives par usage. Un autre gisement d'économie d'énergie possible, là, il n'est pas représenté, mais c'est par exemple sur le pilotage des équipements. Et ça nous est arrivé à la SMEG, on a nous-mêmes installé cette technologie dans nos locaux pour la tester avant de la déployer plus largement. Et on a pu s'apercevoir qu'on avait des équipements qui consommaient la nuit, alors qu'on était persuadé qu'ils étaient sur pilotage. Donc sur pilotage, ça veut dire que l'équipement est commandé de 8 heures, pour fonctionner de 8h à 19h automatiquement, et à partir de 19h, il s'arrête parce qu'il n'y a plus d'activité dans les bureaux, donc on peut se permettre de l'arrêter. On était convaincus que ce pilotage existait, et lorsqu'on a instrumenté Smart Plus chez nous, on a vu que la consommation de ce moteur-là, elle était constante toute la journée, y compris la nuit. Et à ce moment-là, on a même remis en doute, en cause le Smart Plus, en se disant mais non, mais il dit n'importe quoi le Smart Plus, on sait qu'on est sur pilotage. Et dans le doute, on a quand même vérifié. Et il se trouve que c'est Smart Plus qui avait raison, et que en fait c'était le dernier technicien qui était passé pour faire la maintenance, qui avait oublié de remettre le pilotage. Et alors sans Smart Plus, on s'en serait vraiment jamais réalisé. Et ça nous a permis de réaliser des grosses économies d'énergie plutôt que de faire tourner cet équipement dans le vide. Voilà, c'est typiquement un cas d'usage. Vous avez pu la mesurer, l'économie d'énergie? Oui, alors j'ai plus en tête précisément ce cas-là. Ah oui. 8% sur le global de la facture SMEG. Donc voilà, c'est vraiment un cas d'usage typique qu'on a pu observer sur beaucoup de nos clients qui sont équipés de Smart Plus. Alors, Smart Plus va aussi permettre, bien sûr, de voir la répartition des consommations par usage. Donc, c'est le camembert qu'on voit ici, qu'on n'a pas forcément en tête tout de suite. Enfin, en tout cas, moi, je ne savais pas spécialement quelle était la part d'éclairage des locaux de la SMEG avant d'équiper Smart Plus. Et le fait d'avoir cette répartition des consommations en fonction des usages, ça permet de prioriser son plan d'action. Et Pierre-Franck parlait de l'éclairage tout à l'heure. Quand on voit que ça représente 5% des consommations aujourd'hui, c'est peut-être pas là qu'il faut mettre le paquet et tous nos efforts. Et ben, de la même manière, quand on a la répartition de ces consommations par usage sur son bâtiment, on va pouvoir identifier quels sont les usages les plus consommateurs et quels sont les usages sur lesquels il faut mettre le plus d'efforts. Et Étienne, et pour ceux qui ont plus de 5% d'éclairage, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Effectivement. Alors, Smart Plus va aussi permettre de suivre l'impact des actions réalisées, et ça maintenant, on le verra juste après, mais on commence à avoir pas mal de recul quand même sur le programme Smart Plus, et on a beaucoup d'exemples d'actions qu'on a pu préconiser à nos clients et qui ont été mis en place, et du coup ça permet vraiment de voir le avant-après et de pouvoir calculer le retour sur investissement des actions qui ont été mises en place. Sur ce graphique-là, il est assez parlant.
Donc on est toujours dans le cas de figure d'un ballon d'eau chaude sanitaire qui est échauffé avec une résistance. Donc c'est les ballons d'eau chaude les plus classiques qu'on a quasiment tous chez nous en tant que particulier. Et c'est une technologie qui est assez consommatrice. C'est pas du tout la meilleure technologie pour chauffer de l'eau chaude. Et ce client-là, qui était c'était de l'eau chaude sanitaire pour un immeuble résidentiel, il a décidé de changer de technologie. Il est passé d'une technologie de résistance à une technologie de pompe à chaleur à haute température pour chauffer l'eau. Et on peut nettement voir la baisse de la consommation au moment où ce client-là a fait les travaux. Et là, ça nous permet de calculer. Le delta, il correspond vraiment aux consommations de l'eau chaude sanitaire uniquement. On aurait pu faire ce calcul avec les courbes au global, mais si jamais on avait eu une augmentation sur un autre poste, sur de l'éclairage ou sur de la ventilation ou peu importe, on n'aurait pas pu calculer précisément ce delta. Ce qu'on peut faire grâce à Smart Plus en isolant les consommations de l'eau chaude sanitaire. Et enfin, et ça c'est le 4e point, et ça va particulièrement intéresser les propriétaires de multisites qui ont plusieurs bâtiments à gérer. On a un outil qui permet de disposer de voir la vision cartographique de ces différents sites et également de disposer de rapports automatiques. Parce que on a une plateforme qui est vraiment très intuitive et avec tous les indicateurs intéressants à regarder au quotidien, mais dans la pratique, on sait que les propriétaires, ils vont pas aller se connecter tous les jours sur notre plateforme. Parfois, ils oublient même de se connecter, d'aller voir les résultats. Et donc, le fait d'avoir ces rapports automatiques, ça permet de ne pas avoir l'effort de se connecter à la plateforme et de voir de manière hebdomadaire l'évolution de ces courbes et éventuellement de se connecter sur la plateforme pour aller plus loin si on voit qu'il y a une dérive ou un comportement anormal. Enfin, Smart Plus permet également d'obtenir des certifications. Et on l'a fait nous-mêmes sur notre bâtiment. On a obtenu la certification ISO 50001. Et donc Smart Plus est compatible avec cette certification, mais pas que. Il y a aussi d'autres certifications comme le GRESB ou le BREEAM auxquelles Smart Plus permet d'accéder. Ah, c'est plus vous, ça. Si, c'est toujours vous. Alors, vous aviez une question, non? Oui, j'avais une question. Ça a un coût? Oui, ça a un coût. Alors là, c'est une offre payante. Contrairement aux autres offres de la SMEG qu'a présenté Pierre-Franck, ça, c'est une technologie. Donc, c'est pas automatique d'avoir cette vision-là. Il faut qu'on vienne installer un capteur à l'intérieur de l'installation électrique des clients. Et ce capteur, il a un coût. On a un partenaire qui nous fournit ces capteurs-là. Il y a également, c'est une technologie qui est relativement sophistiquée. C'est pas un capteur traditionnel, c'est un capteur qui va mesurer la variation d'intensité de l'électricité à très haute fréquence et qui va permettre, grâce à de l'intelligence artificielle, de désagréger la courbe de charge globale en fonction de ces différentes catégories. Donc sans rentrer plus dans les détails techniques, c'est une technologie qui est quand même assez sophistiquée et qui a un coût. Et nous, on reporte ces coûts-là sur nos clients. Donc il y a pas... Le coût dépend vraiment de l'installation et du client. Donc, si vous êtes intéressé par cette technologie, il faut nous contacter et on organise une visite et on vous fait un devis sur mesure en fonction de vos installations. Et le ROI, il est sur combien de temps? Les ROI sont très rapides. Ils sont, alors bon, ça va dépendre des sites parce que les résultats vont dépendre du point de départ des sites. Il y a des sites qui sont déjà plutôt bien performants. On va quand même trouver des gains sur ces sites-là, mais on va en trouver moins que les sites les moins performants. Et généralement, on observe un ROI qui peut aller de l'année. Ça, vraiment, il y a des sites sur lesquels en un an, on a notre retour sur investissement. Et pour d'autres qui sont plus performants, ça peut aller jusqu'à 3-4 ans. D'accord. Oui, Madame Virginie H. Vincenot. Je voulais juste signaler qu'il y a même des sites où il n'y a même pas besoin d'investir pour réduire la consommation d'électricité. On a vu beaucoup de baisses de consommation via ce programme qui a été financé par le gouvernement, qui était juste dû au pilotage, et on a des baisses de 5, 8%, 10% de la consommation d'électricité sans investissement. Merci. Avant de voir le retour sur le programme gouvernemental, est-ce que déjà il y a une ou deux questions à poser à Pierre-Franck ou à Étienne? Oui, Eric. Eric, est-ce qu'il y a un micro? Bon, on va t'entendre, va. Ouais. Plein.
Bon, une pour l'instant. Merci. Le deuxième diagramme qui était la consommation par tête, si j'ai bien compris, et dans lequel on inclut les salariés de la principauté de Monaco. Mais il y a quand même un biais, c'est qu'il y a de plus en plus de gens et de salariés en principauté de Monaco. Malgré tout, la courbe est vraiment drastique. Comment on l'explique? Justement, c'est un gain en efficacité énergétique, c'est-à-dire qu'on a plus de résidents, puisque la population a augmenté, on a plus de salariés, et les consommations d'électricité sont restées très stables ces dernières années. Et donc, quand on fait la division, on se rend compte que le ratio, donc l'énergie dépensée par personne à Monaco, a baissé. Et c'est très important de le faire sur les salariés et les résidents parce que ça mesure aussi les efforts des résidents. La courbe du PIB qui est assez chahutée, c'est l'effet plutôt entreprise. Et on s'aperçoit que l'effet résident a plutôt tendance à lisser la courbe et que les efforts se cumulent année après année. Donc c'est quelque chose qui est durable et tous les efforts à faire maintenant, c'est de maintenir la tendance et, comme je disais tout à l'heure, et même l'accentuer. Il y a, en 2006, quand on dépensait plus de 7 mégawattheures par personne, ça veut dire qu'on utilisait certainement des équipements énergivores, que l'on avait des mauvais réflexes, comme le disait Virginie, des comportements un peu insouciants vis-à-vis de l'énergie. Et la décroissance de cette courbe, comme le programme Smart Plus l'a démontré, est la combinaison de tous ces facteurs d'investissement et aussi d'actes gratuits qui rapportent beaucoup. Étienne le disait, nous rebrancher 2 fils dans des ventiloconvecteurs, c'est gratuit. Enfin bon, c'est quoi? C'est quelques heures de technicien, mais c'est gratuit. Et c'est 8% de la consommation d'électricité. Et on a des tas de sites avec des exemples comme ça où ils étaient persuadés que le pilotage du chauffe-eau ou de la pompe à chaleur fonctionnait, et puis au fil du temps, elle s'était dégradée ou quelqu'un avait déréglé le bouton et ça fonctionnait plus du tout. Et simplement de remettre un quart de tour et on gagne 20-30%. Vous voulez redonner le micro à Eric, s'il vous plaît? Vas-y. Tu avais 4 questions. Il a 3 autres questions. Et il a allez, deux cette fois-ci. Une, enfin, plus qu'une, voilà, on va dire comme ça. Parce qu'après, on a encore des choses à voir. La deuxième, techniquement, comment on arrive à déterminer que la consommation est faite par l'informatique plutôt que par un ventilateur qui serait toute la journée branché sur les mêmes prises ou sur la même multiprise? Alors, c'est ce qu'expliquait Étienne. C'est ce que je n'ai pas compris. Alors, on a un capteur qui mesure l'intensité électrique à haute fréquence ainsi que la tension électrique à haute fréquence. Et les appareils, quand ils consomment de l'électricité, vont déphaser l'intensité par rapport à la tension. Et selon les appareils, ce déphasage est différent. Au-delà du déphasage, les composants électroniques à l'intérieur des systèmes vont aussi générer ce qui s'appelle des harmoniques, c'est-à-dire des fréquences multiples du 50 Hz. Et là aussi, c'est des signatures qui sont typiques de certains appareils. Donc on a dans les systèmes informatiques une banque de données de ces signatures et l'intelligence artificielle fait de l'apprentissage. Il faut à peu près un mois pour qu'il apprenne comment réagit le site. Au fur et à mesure qu'on éteint, qu'on rallume des appareils, il reconnaît l'apparition de ce signal, il enregistre dans son algorithme et après il est capable d'aller décomposer la consommation par rapport à la reconnaissance de ces signatures. Ça va, Eric? Satisfait? Oui, attends, les deux autres garde-les. Alors, on vient sur le programme gouvernemental maintenant. Oui, alors un mot sur le programme gouvernemental.
Smart Plus, je vais faire un peu d'histoire. Historiquement, tout est parti en 2015, je crois, d'une étude qui a été demandée par le gouvernement de Monaco à la SMEC pour comprendre les consommations du tertiaire à Monaco. Et l'étude a démontré qu'il y avait plus de la moitié des consommations des bâtiments tertiaires qui étaient inexpliquées. Alors la méthodologie pour arriver à ce résultat, c'était du déclaratif. La SMEG a demandé à ses clients d'expliquer ces consommations, et les clients étaient capables d'expliquer seulement 50% de leur consommation. Donc face à ce constat-là, le gouvernement de Monaco a mandaté la SMEG pour identifier quels étaient ces 50% et qui consistait en un gisement. Et on voyait qu'il y avait des économies possibles dans ce 50% puisqu'on n'était pas capable de l'expliquer. Donc ça, c'était en 2015. Et donc on a cherché des technologies qui pouvaient nous permettre de comprendre ces consommations électriques. Et on est tombé sur cette technologie que Pierre-Franck vient de vous détailler, qui s'appelle le NIALM, si vous voulez faire vos propres recherches dessus. Et donc, on a proposé au gouvernement cette technologie, et le gouvernement a accepté de subventionner un programme pour déployer largement cette solution à Monaco. Au total, donc depuis que le programme Smart Plus a été lancé en 2017, il y a 10 hôtels, 90 services généraux d'immeubles résidentiels, et 18 colonnes montantes. Alors les colonnes montantes, c'est les colonnes qui alimentent les parties privatives des immeubles résidentiels. Donc on est toujours dans le résidentiel. Simplement, ce qu'on appelle SG, services généraux, c'est ce qui va alimenter les parties communes. Donc c'est quand même des fortes consommations, surtout à Monaco, c'est des immeubles résidentiels avec des parties communes qui consomment beaucoup. Et 18 colonnes montantes, donc là on va regarder les consommations des parties privées de ces immeubles résidentiels. Donc au total, cette instrumentation, ça représente près d'un tiers des consommations totales de Monaco. Donc c'est un programme assez vaste, on va dire. Et le retour d'expérience qu'on a sur ce programme, il est assez satisfaisant. On a classé ici les différents sites en fonction des économies d'énergie qui ont été réalisées, et on les a découpés en 2 catégories. Les sites qu'on appelle les proactifs, c'est ceux qui se sont vraiment emparés de la technologie et qui ont cherché à faire des économies en utilisant les résultats de Smart Plus. Et là, on observe pour ces sites-là des résultats en moyenne de 18% d'économie d'énergie par an. Donc, pour avoir un ordre de grandeur du coût de Smart Plus, en fonction des sites, on est globalement entre 1 et 3% de la facture d'électricité. Donc quand on réalise 18% d'économie d'énergie sur sa facture d'électricité, c'est grosso modo 15% dans la poche du client par an. Donc ça, c'est les sites les plus actifs. Ensuite, on a des sites moins actifs qu'on a appelés des observateurs qui ne se sont pas autant emparés de la technologie que les autres. Ça peut s'expliquer par le fait que ce soit un programme qui soit financé par le gouvernement de Monaco, et quand c'est pas nous qui payons une technologie, parfois on est moins à même de l'utiliser pleinement. Mais on observe quand même des résultats sur ces sites-là avec en moyenne de 4%. Donc même là, en reprenant l'ordre de grandeur du 1 à 3% de la facture d'électricité pour le coût de Smart Plus, on génère quand même des gains. Voilà, et on parlait du ROI tout à l'heure, on est entre 2 ans et 4 ans sur les sites qu'on a installés dans le cadre du programme gouvernemental. Et si on regarde individuellement pour les sites les plus proactifs, ça peut monter jusqu'à 32% d'économie d'énergie. Donc un tiers des consommations en moins pour ces sites-là. Alors, c'est pas que du Smart Plus, hein, ils ont réalisé des investissements en plus, ils ont potentiellement changé des ballons de chaude sanitaire, des pompes à chaleur, etc. Mais par contre, Smart Plus les a aidés à prioriser leur plan d'action et à concentrer leurs efforts sur ce qui était à plus fort impact. Voilà. C'est bon. C'est bon. Merci beaucoup. Donc, on a vu les outils avec la SMEC. Maintenant, on va voir l'accompagnement avec Madame Virginie H. Vincenot, qui est chef de division de la mission pour la transition énergétique. Alors, efficacité énergétique, outils et accompagnement. Nous voyons les accompagnements. Très bien. Je vais juste commencer par notre graphe des missions de GES à Monaco, qui est un grand rituel de la mission pour la transition énergétique. On commence toutes nos présentations par ce graphe.
À Monaco, nous produisons des gaz à effet de serre du fait du traitement de nos déchets, le fait qu'on brûle du plastique dans l'incinérateur pour produire de la chaleur, du fait de l'utilisation de nos véhicules. Et ensuite, c'est le dernier tiers qui va nous intéresser maintenant, c'est le bâtiment. Donc, 33% des émissions de gaz à effet de serre de la principauté proviennent du bâtiment. Donc, vous voyez le chauffage au gaz naturel, le chauffage au fioul et l'usage de la climatisation. Les émissions de l'électricité ne sont pas comptabilisées directement dans le bilan PNUC de la principauté. Donc ça, c'est notre vision très macro des choses sur les gaz à effet de serre. Vous allez me dire, pourquoi nous parle-t-elle de gaz à effet de serre alors qu'on est venu parler d'énergie ? Parce que traiter les sujets d'énergie, c'est traiter les sujets de gaz à effet de serre. Hein. Vous avez vu que le gaz naturel, le fuel, émettent beaucoup de GES en principauté. Et donc, nous avons 3 domaines d'action, les déchets, le transport, mais aussi le bâtiment, et qu'on rebaptise souvent / énergie. Et vous avez ici, alors je ne vais pas tout vous détailler, tout ce qui a été entrepris depuis 5 ans, entre 2017 et 2022, en action macro, pour le public et le privé, pour toutes les actions bâtiment et énergie. Alors vous allez trouver Smart Plus, il est en plein milieu, Smart Plus, gros objet. C'est-à-dire qu'on est allé équiper les gros sites consommateurs d'électricité pour savoir quelle était leur consommation, comment ils consommaient, c'est tout ce qu'on vient de vous expliquer. Donc on a plusieurs types d'actions. Je vais juste focaliser sur les parties entourées de bleu. C'est tous les investissements qui ont été faits pour l'indépendance énergétique de la principauté. Et tous les investissements qui ont été faits en rouge, c'est des actions d'efficacité énergétique. Toute notre action à la mission pour la transition énergétique sont appuyées sur le Fonds vert national pour la transition énergétique. Et donc, en termes d'indépendance énergétique, sur ces années 2017-2022, on a dépensé 75 millions d'euros. Sur les actions d'efficacité énergétique, on a beaucoup travaillé sur les bâtiments publics, mais aussi sur les bâtiments privés. On a dépensé de l'ordre de 30 millions d'euros sur ces 5 années. On a financé Smart Plus pour le programme gouvernemental dont on vous parlait à l'instant. Nexio Pro, c'est aussi des compteurs qui ont été financés par l'État. C'est des compteurs intelligents qui permettent, comme vous l'avez vu, de mieux comprendre sa consommation d'énergie. C'est vraiment une vue macro sur ces sujets d'efficacité énergétique. Qu'est-ce qui est en cours ? Comme vous le voyez, beaucoup de choses sont en cours, mais tous ces sujets sont très techniques. Ils créent de l'activité à Monaco. Suite à Smart Plus, on a beaucoup d'exploitants de systèmes de chauffage, d'énergie, qui sont allés voir leurs clients en disant « j'ai une idée, je vais vous payer votre pompe à chaleur, vous allez voir, ça va vite rentabiliser, etc. » Enfin, on a vraiment une grosse activité qui s'est créée suite à ça. Mais tous ces objets de technologie, finalement, sont rien s'il n'y a pas un accompagnement en parallèle de ces sujets. On a vu comment on les appelait, les observateurs, joliment, des gens qui avaient la possibilité de vérifier pourquoi ils surconsommaient leur ECS, pourquoi l'éclairage était toujours au même niveau, que ce soit la nuit, le jour, l'hiver, l'été, qui n'ont rien fait. Et donc, nous, on a une action vis-à-vis de ces différents consommateurs. En principauté, on vous propose de signer le Pacte national pour la transition énergétique. On le propose aux particuliers, mais on le propose aussi aux entreprises. Et alors là, c'est le mail qu'on a envoyé début septembre à tous les signataires du Pacte national entreprise pour leur donner des conseils d'efficacité et de sobriété énergétique. Ça, en 2 mots, c'est tous les conseils, là. Ce sont les conseils. Exactement. Voilà ce que vous pouvez faire pour baisser votre consommation. Exactement. On a beaucoup parlé de l'éclairage. Alors, je vais vous donner un grand secret, que ce soit le résidentiel ou le tertiaire. La meilleure façon d'économiser de l'énergie cet hiver, c'est de régler le chauffage plus bas. C'est la première action. Elle aura un effet très important sur votre consommation d'énergie. Alors, il y a des chiffres qui circulent qui ne sont pas forcément applicables forcément à tous les cas. Mais quand vous baissez d'1 degré votre chauffage, vous baissez de 7% de votre consommation d'énergie. Mais quand on fait une analyse résidentielle, quand on fait une analyse entreprise, quand on fait une industrie ou tertiaire, c'est l'action qui a le plus d'effet.
Et c'est cumulatif, si je fais 2 degrés, c'est 14% ou pas? Oui, Oui. oui, oui, enfin, les spécialistes dans la salle, Oui, c'est pas l'infini, oui, voilà, quand même, oui. et à la fin, il faut quand même. Donc ça, c'est l'accompagnement que nous, on offre à la mission transition énergétique. Ça a été envoyé à tous les signataires du pacte. Alors peut-être que la diminution des gaz à effet de serre ne vous intéresse pas. Peut-être que la diminution de votre consommation d'énergie vous intéresse un peu plus, surtout avec la hausse des prix qui se profile. Et donc, rejoindre les signataires du pacte pour avoir accès à cet accompagnement est une façon de travailler sur cette consommation d'énergie. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'on vous propose d'autre avec le pacte national? Je vous passe les actions mobilité et déchets. Là, on a vraiment donné des actions très concrètes, baisser votre thermostat, etc. Mais on a des actions de plus long terme. Régler la ventilation. Vous avez vu tout à l'heure, on avait un site, la consommation d'énergie, d'électricité, c'est 40% sur la ventilation. Qui avait en tête ce chiffre dans la salle? Qui savait que la ventilation, d'accord, le traitement de l'air représentait 40% de la consommation d'énergie d'un site? Et ça, on le voit tout le temps. On est bien d'accord, on n'est pas sur la climatisation, on est juste sur la ventilation. Sur la ventilation, c'est des systèmes anciens que les gens maintiennent ou pas, mais qui sont rarement pilotés en fonction de l'occupation des salles, des bâtiments. Donc on a la ventilation qui tourne le week-end alors qu'il n'y a plus personne dans le bâtiment. Et donc voilà, c'est ce type de sujet. L'autre sujet, les veilles lumineuses, l'éclairage LED, le double ou le triple vitrage, l'énergie renouvelable. Donc ça, c'est les accompagnements pacte national. Excusez-moi, madame. Je vous en prie. Si je repère que c'est ma ventilation qui consomme trop, vous me donnez un conseil ou après il faut que je m'adresse simplement à un corps de métier pour... comment je fais après? Alors, vous venez nous voir en disant j'ai un problème de ventilation. Déjà, on vous aide à l'identifier. Comme vous avez vu, c'est souvent des questions qu'on ne se pose pas. On propose 2 types d'accompagnement. Donc, on a ces accompagnements sur lesquels je reviendrai par la suite. Mais surtout, assez rapidement, on va vous orienter vers des professionnels et vous allez revenir nous voir en disant d'accord, c'est bien gentil, je vais économiser 20% de ma consommation d'électricité sur les 10 prochaines années. Mais là, aujourd'hui, je dois investir X milliers d'euros. Et c'est là qu'on va vous aider. On a une aide à la transition énergétique des entreprises qui peut servir à la diminution de la consommation d'énergie. Et cette aide, elle va de 30 à 70% de la dépense. Très bien, merci. Mais je vais y revenir par la suite. Très bien. Je continue sur l'accompagnement parce que là, vous êtes déjà convaincus qu'il faut changer les choses. Mais souvent, on a un peu de chemin jusqu'à cette décision d'investissement, même subventionnée. Et donc, on a un accompagnement stratégie bas carbone. Je passe juste un petit mot parce qu'on a eu un exemple intéressant tout à l'heure. On a fermé des piscines parce que la facture d'énergie était trop élevée. C'est vrai qu'il y a beaucoup de piscines qui avaient des très très fortes consommations d'énergie. Si vous avez fait votre stratégie bas carbone, vous avez vu la part de votre énergie dans vos coûts. Vous avez anticipé de la façon dont vous pouvez réduire cette consommation d'énergie. J'ai en tête qu'on a des patinoires qui optimisent leur production de froid en fonction de la température qu'il fait dehors, mais qui aussi peuvent chauffer leur eau pour des piscines avec des pompes à chaleur. C'est autant de technologies qu'on a déjà développées en principauté. Mais bien comprendre d'où viennent vos émissions GES, ça vous permet aussi de maîtriser vos risques et vos coûts. Donc là, on a un accompagnement de grande ampleur sur la principauté, une stratégie bas carbone, 50 entités qui participent, des grosses entreprises de Monaco, mais aussi des petites PME qui ont des objectifs de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, mais aussi forcément des objectifs de réduction de leur consommation d'énergie. Ça, c'est un accompagnement plus général. On a des ateliers très ponctuels auxquels vous pouvez venir une fois que vous êtes signataire du pacte. On a fait un atelier achat durable, un atelier numérique responsable. Est-ce que vous vous êtes amusé à calculer la consommation des veilles d'écran dans des salles où il y a tous les écrans qui restent en veille toute la nuit? C'est assez sympathique. Donc voilà, ce type d'atelier, ça vous aide à réfléchir et à calculer ces chiffres qui sont parfois un peu compliqués à maîtriser seuls. Et on a donc un atelier à venir au mois de novembre sur la maîtrise de la consommation d'énergie. Donc dépêchez-vous de signer le pacte, on vous enverra l'invitation.
Je vais vous passer Johnny. Voilà. J'en viens à la subvention. Donc, on a une aide aux entreprises du Fonds vert pour financer 30 à 70% du coût d'un projet. C'est une aide dont les entreprises se sont bien saisies pour divers sujets. Des changements de LED. Il y avait des entreprises qui avaient des immenses plateaux qui étaient encore avec des tubes fluo. Tube fluo versus LED, c'est 8%, enfin c'est division par 8 de la consommation d'électricité pour cet usage. Donc on a quelques critères d'éligibilité, d'être une entreprise monégasque bien sûr, d'adhérer au pacte national, de réduire ses émissions de gaz à effet de serre grâce à cette dépense et d'utiliser un prestataire ou un fournisseur monégasque. Donc l'idée là aussi c'est de réinvestir l'argent dans l'économie. Donc les exemples de thématiques éligibles, les économies d'énergie, l'énergie renouvelable, mais aussi les bilans carbone, la réduction et la gestion des déchets, la mobilité, l'éco-conception des produits, services et emballages. Donc c'est un téléservice du gouvernement sur lequel vous pouvez demander cette aide. Mais bien évidemment, en signant le pacte, vous avez accès à un accompagnement sur ces sujets. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'était passionnant. Eric, on arrive. Est-ce qu'il y a des, est-ce qu'il y a des, il nous reste 5 minutes. Est-ce qu'il y a 10 minutes même? Est-ce qu'il y a des questions de la salle? Sinon, j'en ai 2 avec Eric, mais quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? C'était passionnant. Donc, on a vu outils gratuits, outils payants, accompagnement, qui peut quand même nous faire des économies de façon considérable. Considérable, avec des aides aussi considérables. Eric, ta 3e question. Voilà. Merci. Alors, c'est une question plus en tant qu'individu qu'en tant qu'entreprise. Il y a quelques mois, on va dire, voire années, la SMEG a envoyé, avec les factures et les documentations de l'époque, des possibilités, sur la base du volontariat, d'évaluer non pas la dépendance, mais la consommation énergétique du bâtiment. Est-ce que ça existe toujours aujourd'hui? Je parle des appartements ou des choses comme ça. Ça existe toujours, mais à l'époque, on l'avait fait par des questionnaires papier. Oui, Aujourd'hui, c'est intégré justement dans la plateforme numérique MyNexio. Vous vous connectez, c'est la rubrique profil énergétique. Vous avez un questionnaire très simple avec des petits dessins et ça vous donne votre profil énergétique, les postes consommateurs d'électricité chez vous, les endroits où vous pouvez faire des économies et des conseils personnalisés pour y parvenir. Donc c'est désormais, avec les outils numériques, c'est beaucoup plus ciblé et beaucoup plus personnalisé que ce qu'on avait pu faire à l'époque. Merci. Eric, vas-y, que tu as le micro, profite. la dernière question, elle était un peu plus globale. Et ça concernait plus la SMEG, mais aujourd'hui, concernant l'énergie solaire, est-ce qu'aujourd'hui la principauté a, c'est pas une question, la principauté a la capacité et des équipements pour capter cette énergie solaire, que ce soit en thermique ou en photovoltaïque? Qu'est-ce que ça représente dans la production de la SMEG aujourd'hui? Enfin, la SMEG ne produit pas, mais qu'est-ce que le solaire représente sur une échelle de 0 à 100? Alors, la SMEG produit. Alors, il y a plusieurs niveaux de réponse. Sur Monaco, le gouvernement a mis en place 2 outils que le monde nous envie, je pense. Un cadastre solaire qui permet d'évaluer le potentiel photovoltaïque de votre bâtiment et surtout une subvention qui est une subvention à la production. Chose qui est assez unique au monde. Donc, chaque fois qu'on produit un électron photovoltaïque, le gouvernement le subventionne. Grâce à cela, certains bâtiments se sont eux-mêmes équipés. Les bâtiments publics, évidemment, se sont équipés.
Et produire de l'électricité, même photovoltaïque, c'est un vrai métier. Et on s'est rendu compte que les projets, à part les projets publics, étaient très rares. Donc c'est là où la SMEC va produire et produit sa propre énergie en posant ses panneaux sur les toitures des personnes qui sont intéressées. Et là, c'est très simple. Le site, le bâtiment n'a rien à faire, ne finance rien, c'est la SMEC qui se charge de tout. Et le site reçoit gratuitement l'électricité qu'on produit. Donc c'est plutôt du gagnant-gagnant pour tout le monde. On accroît la capacité de production du pays et le site qui héberge les panneaux sur son toit reçoit gratuitement l'électricité produite. Avec ça, on va atteindre, on espère, peut-être 2% des besoins de Monaco. Pas énormément de toitures, l'habitat est très vertical, il y a des ombres. Pour pallier ce problème de place, le gouvernement et la SMEG ont fondé une entreprise commune qui s'appelle Monaco Énergie Renouvelable. L'État a 51% des parts, la SMEG en a 49%. Et nous installons des parcs photovoltaïques et éoliens hors des murs en France. Pourquoi on fait ça? Pour approvisionner de l'électricité verte. Et dès aujourd'hui, vous pouvez souscrire un contrat avec des garanties d'origine renouvelable. Ce sont nos installations qui viennent renforcer le potentiel d'électricité verte en France et on vient accroître le potentiel renouvelable de la France, même de l'Europe. Enfin, on raisonne global. Et à terme, ça permettra également, une fois qu'on aura la capacité suffisante, d'être un stabilisateur des prix. On en a parlé ce matin et c'est un sujet de préoccupation en étant nous-mêmes producteurs et en maîtrisant nous-mêmes le prix de production. Donc c'est sur la trajectoire. On est déjà bien engagé dans la démarche. On a une trentaine de pourcents, 35% de la consommation de Monaco couvert par nos propres installations photovoltaïques et éoliennes à ce jour. Merci beaucoup. Une dernière question. Non, il n'y en a plus. Je vais juste Oui. faire un petit complément sur les panneaux photovoltaïques. On a un retour d'expérience sur les bâtiments publics parce qu'en 2 ans, les 2 dernières années, on a installé 5000 m² de panneaux solaires en principauté. Donc ça fait quelques années qu'on en installait, mais vraiment, ça devient très rentable de le faire, hein. Alors je parle hors subvention, puisque là, c'est l'État qui paye ces installations. On a vraiment des installations qui sont rentables très très rapidement, qui produisent de plus en plus, parce que pour un mètre carré de panneaux solaires, la capacité de production a vraiment beaucoup augmenté. Et on arrive à des sites qui sont en autoconsommation, c'est-à-dire que l'électricité est produite sur leur toit et elle est consommée dans le bâtiment. On a des sites qui sont jusqu'à 30-40% d'autoconsommation, qui produisent leur propre électricité. Et ça, c'est des sites qui ne sont pas encore optimisés en termes d'efficacité énergétique. Vous avez dû voir dans mon graphe un peu plein qu'on travaille beaucoup sur les enveloppes du bâtiment. On a une démarche bâtiment durable en principauté. On essaye de faire le bâtiment qui consomme le moins possible avec des panneaux solaires dessus pour qu'on ait l'autoconsommation, le pourcentage d'autoconsommation le plus fort possible. Merci beaucoup. Nous allons conclure. Écoutez, puisque vous avez le micro, Virginie, si vous voulez conclure sur une note d'espoir, d'optimisme, de nous dire que vraiment ça va être génial bientôt. Je pense que les gisements d'économie d'énergie sont rarement exploités par les entreprises. Malheureusement, les prix de l'énergie sont très élevés cet hiver. C'est la même chose pour les particuliers. C'est le moment ou jamais de faire des économies d'énergie. Vraiment le moment ou jamais. Il y a des aides du gouvernement pour vous aider à le faire. Et puis une fois que vous avez mis en place les dispositifs, la diminution de la consommation d'énergie, elle restera. Donc vous faites un investissement qui est subventionné. Et ensuite, vous avez une amélioration de vos coûts qui est durable. Super. Merci beaucoup, madame. Étienne, le mot de la fin. Je partage ce qui vient d'être dit. Je pense que c'est vraiment le moment idéal pour réduire ses consommations d'énergie, tant d'un point de vue financier, vu le contexte avec la flambée des prix de l'énergie, que d'un point de vue environnemental, avec les enjeux de réchauffement climatique qui existent. Merci. Chaque opportunité a son aspect positif
Et pour finir, Pierre-Franck, le mot de la conclusion, le mot de la fin, le mot d'espoir. Le mot de l'espoir, c'est aussi qu'il faut s'en préoccuper. C'est-à-dire que même en ayant remplacé des appareils, en ayant fait des actions, si derrière on n'assure pas un suivi, inéluctablement, on observe des dérives, soit de comportement, soit d'appareils qui se dérèglent, soit de fils qui se débranchent. Et donc c'est un travail du quotidien. La consommation d'électricité et d'énergie en général, c'est quelque chose, il faut s'en préoccuper pour son portefeuille et surtout pour le bien de la planète. On peut les applaudir. Merci beaucoup de votre intervention. Merci bien. Je vous remercie. On y va directement. On va remettre le 5e prix du numérique. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup à tous les deux. Voilà, on va remettre le 5e prix du numérique. On ne fait pas de pause, on fait directement comme ça. Je pense qu'au niveau de la technique, tout est OK. Alors, vous connaissez ce prix chaque année maintenant depuis 5 ans. Il est décerné à des startups, à des entreprises innovantes qui viennent nous présenter quelque chose de nouveau, un produit nouveau, un service nouveau, un concept nouveau. Alors, il a été remis par un membre du jury vraiment très célèbre, important, j'allais dire, par M. Pascal Ruisson, qui est l'adjoint à Frédéric Genta et qui est responsable de la délégation interministérielle chargée de la transition numérique. Il y avait aussi Stéphane Bruno, que vous connaissez, directeur de l'expansion économique de Monaco. Diego Bonaventura, qui est directeur du système d'information et responsable de sécurité du système d'information la SMEG. Thomas Cartereau, qui est DSI à la SMEG. Éric Perraudot, que vous avez vu là, qui est président de la Chambre monégasque du numérique. David Sirour, qui arrive avec son casque et son vélo électrique, qui est membre de la Chambre monégasque du numérique. Benoît Guignard, je ne pense pas qu'il soit là, il est là, non, qui est membre de la Chambre monégasque du numérique. William Varou, pareil. Maurice Cohen, qui nous a quittés un peu plus tôt cette année. Ah, je vois Stéphane Boulot qui est là. Et Marina Saplana, qui est chef de projet Monaco Business. Alors, pour remettre ce prix, je vais appeler Pascal Ruisson, et qui va remettre le prix avec moi, mais on va avant tout vous présenter les 3 lauréats, puisqu'il y avait plusieurs dossiers qui ont été soumis à ce... Vous pouvez vous asseoir, Pascal. Oui, il y a plusieurs jurys, plusieurs dossiers qui ont été soumis à ce jury, et il y a 3 personnes, 3e, second et première. Dans l'ordre des passages, ce n'est pas l'ordre des gagnants, c'est pas, on vous dira après qui a remporté. Pour la première présentation, pour 5 minutes, j'appelle de 6 Monaco, Farid, je crois, Mohamed. Il est là. Il est là. Ah, peut-être j'ai commencé trop tôt. Non, Marina? Ah oui. Alors, peut-être faire une annonce et on va faire une petite pause de 5 minutes en attendant que Farid Mohamed arrive. C'est quand même mieux. Ouais. David, on le fait au bar, c'est ça? Non, on ne peut pas inverser les rôles, parce que tu comprends la technique et la technique. Les slides, les films et tout. Tu avais une bonne idée. À moins que je puisse inverser les... Non, alors, on va laisser comme ça. Oui, il arrive. Bon, écoutez, Pascal, vous voulez nous dire un petit mot peut-être? On va attendre, oui. Hein, enfin, je fais, tu sais, comme Jean-Pierre Foucault cherche à meubler, là. Ah, ben alors on m'a donné un ordre différent. Bien, c'est parfait. Donc on va démarrer par de grands trophéos, c'est parce que c'est l'ordre, par Laurent Blomet. Est-ce que Laurent Blomet est là? Voilà, merci bien. Alors, bonsoir. Laurent Blomet, vous avez fait une application, je crois, vous voulez nous la présenter? On peut faire ça. Allez, qui va être le jeu, un rallye extraordinaire.
Alors déjà, je voulais faire un lien avec le début de la conférence ce matin concernant l'attractivité à Monaco. J'en suis le fruit puisqu'il y a un peu plus de 2 ans, j'étais basé à Paris, à la fois en termes de famille et professionnellement. Et lorsque le Covid s'est présenté, notre activité qui était d'organiser des événements automobiles physiques s'est retrouvée bloquée. Et une réflexion s'est faite sur comment rebondir, quoi faire. Et une idée a germé, et cette idée, nous voulions l'implanter quelque part où l'automobile avait une valeur, où l'automobile était perçue, quelque part qui soit à la fois une sorte de village, mais à rayonnement international. Et immédiatement est venu à l'esprit, évidemment, Monaco. Et donc nous avons fait le saut en juin 2020, donc en pleine période compliquée, pour tout plaquer. Donc on a vendu maison, on a tout quitté pour venir nous installer ici. Et donc, nous sommes aujourd'hui résidents monégasques. Notre entreprise est donc aussi basée à Monaco. Et donc, nous avons travaillé sur quelque chose qui s'appelle en italien Gran Trofeo, même si ça n'est pas italien plus que ça. Et pour la vulgariser et pour réduire le temps de parole, je dirais, par rapport à cela, c'est une application mobile qui permet, évidemment, lorsqu'on est intéressé par ce sujet, de prendre sa voiture et d'aller participer à des rallyes qui sont virtuels et réels. Virtuels en ce sens qu'ils ne sont pas organisés par une équipe sur place, mais tout à fait réels puisqu'on prend sa voiture et on va aller l'utiliser sur des parcours que l'on a conçus intégralement. Je fais un clin d'œil aussi à quelqu'un qui est dans la salle, enfin 2 personnes ici qui sont Inforca, puisqu'on est désormais fiers d'être monégasques, mais aussi fiers de faire travailler l'environnement local. Et donc, c'est Inforca qui nous accompagne sur le développement technique de cette appli. On est parti de zéro, donc d'une feuille blanche, d'une idée qui était de se dire bien, comment faire pour qu'on puisse permettre partout à n'importe qui de participer donc à un événement et emprunter un de nos parcours. Et donc on a construit à la fois tout le back-office, toute l'administration de cette application, mais aussi tous les parcours. Tout a été fait en interne, basé sur notre culture des événements physiques. Et aujourd'hui, nous sommes présents dans 17 pays avec plus de 3000 parcours accessibles. On peut participer de différentes façons, d'un point de vue balade, tourisme, en compétition ou s'entraîner. S'entraîner dans une approche qui est de la régularité, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, ce sont des courses qui sont sur route ouverte, dans le respect du code de la route, mais n'importe qui peut le faire avec n'importe qui et n'importe quelle voiture. Et ce qui est intéressant avec cette app, c'est qu'on se retrouve, même si l'idée peut vous paraître peut-être, entre guillemets, inutile, puisqu'il faut aimer l'auto et il faut aimer la pratique de l'auto pour être intéressé par cela. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a des équivalents dans d'autres secteurs, comme la course à pied, comme le vélo, qui ont, pour vous donner juste une idée, sur un nom qui s'appelle Strava, que vous connaissez peut-être si vous faites du sport. Strava, il y a chaque seconde dans le monde 10 personnes, chaque seconde 10 personnes qui l'utilisent. Alors, on n'est pas de la course à pied, on n'est pas en train de parler non plus de faire du vélo, mais dans l'univers automobile, il n'y avait absolument aucun acteur qui faisait ça. Donc, c'est une vraie révolution qui est désormais disponible sur les stores. On a déjà plus de 4000 personnes qui ont téléchargé l'app. Alors on est en phase de lancement, on est sur la rampe pour prendre de l'altitude. Mais nous sommes là, monégasques, fiers de l'être, avec des couleurs qui sont proches de ce que l'on voit ici. Et merci en tout cas de nous avoir donné l'opportunité de présenter plus qu'un projet, puisque c'est bien concret. Merci Monsieur Blomet, c'est extraordinaire. Bravo. Et je crois qu'il a tenu les 5 minutes, David. Parfait, extraordinaire. Le deuxième, c'est 6. Allez, 6 Monaco. C'est Farid Mohamed qui nous présente des lunettes d'optique 3D, je crois. Vous avez 5 minutes. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je suis Fardi, je suis gérant de... Fardi Mohamed, je suis gérant de 6 Monaco, une société spécialisée dans la stratégie de communication visuelle et de création de contenu visuel. Voilà. Dans le secteur de l'immobilier, en fait, c'est ça qu'on est présenté avec, des images 3D et des catalogues 3D pour essayer de visualiser le bien immobilier qu'on voudrait acheter, le bien immobilier neuf, bien sûr, ce qui est très difficile pour les clients de se projeter. Donc, pour un client, une image 3D et des vidéos 3D, ça ne leur donne pas l'idée de la distance, de l'espace. Et donc, c'est très difficile pour eux de faire des décisions d'achat sur plan en regardant une image 3D ou une vidéo 3D. Donc, nous, on s'est dit, pourquoi pas imaginer faire entrer les gens dans ces images 3D, leur faire sentir
qui sont dans cet appartement d'immobilier neuf, comme s'ils y étaient, où ils peuvent en fait se balader, marcher dedans, voir un vrai sens des distances, de la hauteur, et pouvoir faire des décisions d'achat plus pratiques et plus directes. Donc, nous avons créé la showroom de réalité virtuelle. En fait, c'est des maisons témoins virtuelles. Donc, le système est très très simple. On prend les plans des architectes, donc que ce soit des plans CAD ou alors des plans sur BIM ou n'importe quel système. Et après, on prend aussi le catalogue immobilier. Et en fait, avec un peu de magie, avec l'intelligence artificielle et la main-d'œuvre physique, on crée des showrooms virtuels en l'espace de 3 semaines seulement. Donc en fait, c'est un peu une petite révolution dessus. On propose 2 solutions, une pour les promoteurs immobiliers qui est la VR Showroom, donc ça vous permet de visiter les appartements avec un casque de réalité virtuelle et de vous le balader dedans, et aussi une pour les architectes qui s'appelle VR Design, où dans cette visite, vous allez pouvoir aussi interagir avec les éléments. Vous allez pouvoir changer les couleurs, les textures, vous allez pouvoir changer le type de mobilier aussi, donc c'est vraiment un outil très très bien pour l'architecture d'intérieur. Donc nous, on utilise des casques de réalité virtuelle qui s'appellent Oculus, des casques portables pour permettre aux équipes de promoteurs immobiliers, de vendeurs, de pouvoir déplacer la showroom virtuelle chez le client directement. Donc on crée une application qui rentre directement dans le casque n'a pas besoin d'être connecté sur Internet et le vendeur peut aller vendre ses showrooms virtuels directement. Je reviens en arrière, ça allait un peu trop vite. Mais sinon, en tout cas, par rapport, on a aussi une version PC. Donc la version PC, c'est une version très spéciale parce que ça nous permet en fait de faire de la collaboration. D'accord ? Donc ça veut dire qu'en fait, vous pouvez avoir l'architecte à Monaco en train de se balader dans le bien immobilier en virtuel et le client, par exemple, en Suisse, ensemble, en train de changer cet environnement en temps réel et à distance. Donc c'est vraiment une solution très efficace pour l'architecture d'intérieur. Ensuite, nous, on a fait beaucoup de projets. On essaie en fait d'exporter cette innovation à l'étranger. On a fait des projets en Asie, on a fait des projets à Londres, on en fait actuellement au Portugal, on en a fait aux USA. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que oui, la visualisation, c'est l'outil le plus important pour la prise de décision. Et surtout quand on fait des achats d'immobilier sur plan, c'est quelque chose qui est vital en fait. Donc la réalité virtuelle vous aide beaucoup par rapport à ça. Je vous invite déjà de toute façon à essayer. On a des casques VR aujourd'hui. Donc venez essayer par vous-même. On en a mis 2. Comme ça, vous allez voir comment le rendu est et comment c'est efficace. Mais aussi, on a créé une digital zone sur Monaco à Fontvieille avec le collectif MC où vous pouvez en fait faire la découverte de toutes ces solutions. Il y a assez de place pour tout le monde, donc venez. Et c'est un outil vraiment efficace pour l'immobilier. Donc, on est là pour l'exporter et exporter une innovation monégasque à l'étranger. Donc, merci de m'avoir écouté et désolé pour ces problèmes. Bravo Fardi, merci beaucoup. Merci bien. Bien. Alors, après Fardi, après Laurent, j'appelle le docteur Hamdi Moustapha qui nous présente une plateforme de lecture de radio à distance. Si vous avez des slides à passer. Évidemment, j'ai une vidéo en fait. Ça va le faire, voilà. Et vous avez David qui vous donne le timing. Saviez-vous que pour un examen, en fait, pour un rendez-vous pour un examen de IRM pour dépister le cancer, ça prend donc 50 jours aujourd'hui en France et plusieurs mois en Afrique. Donc bonjour, je suis Moustapha Hamdi, fondateur d'Unodip. Aujourd'hui, nous avons un réel problème de pénurie de radiologues. En moyenne, on a en fait un radiologue par 100 000 citoyens en Europe. Nous avons par 100 000 et un par 1 million en Afrique. Donc, ça devient très critique pour dépister certaines pathologies telles que les cancers du sein. Donc là, le retard du diagnostic, ça peut engendrer après un taux de mortalité malheureusement assez élevé. Unodip permet de contribuer à réduire le taux de mortalité, permet de sauver des vies grâce à la combinaison entre l'intelligence artificielle et la télémédecine. L'histoire a commencé pendant la pandémie de Covid. Nous avons développé une solution pour interpréter en masse les images et détecter donc la présence du Covid. Puis après, nous appliquons actuellement la solution pour les cancers du sein. Donc, à partir des images envoyées depuis des centres à l'étranger, notamment depuis l'Afrique, donc là, la plateforme, grâce à l'intelligence artificielle, effectue une première lecture. Celle-ci va être approuvée après par un médecin partenaire.
Par la suite, un rapport numérique est généré tout en tenant compte de l'aspect des confidentialités. Ceci permet de réduire le délai d'attente de plusieurs mois à quelques heures. Donc là, dans les rapports, on trouve la composante avec scoring de l'intelligence artificielle, l'approbation du médecin partenaire, tout en tenant compte de la confidentialité du patient. Cette solution est applicable pour d'autres pathologies, pas que les cancers du sein. Et sur les plans de digitalisation, sur les technologies utilisées, donc une solution fournie sur cloud. Là, nous sommes appuyés par Amazon. Pour la composante intelligence artificielle, nous sommes supportés par NVIDIA. Puis après, la troisième composante, c'est le rapport numérique partagé entre les trois partenaires, le patient, que le cœur de plateforme, et le médecin, puis après l'intelligence artificielle. Nous sommes particulièrement en fait intéressés par la composante R&D. Et là, nous avons donc entamé une collaboration avec les CHPG en projetant en fait le développement des algorithmes pour la détection du cancer, pour la reconstruction 3D, pour une meilleure visibilité du tumeur. Donc là, c'est la plateforme qui a été expérimentée et validée en Tunisie pour la détection en masse du Covid, tel que le montre ce reportage donc, de Euronews. Là, on voit les lésions, les effets du Covid sur les poumons, et c'est détecté en fait grâce aux des algorithmes de deep learning, et ça peut traiter des milliers d'images par jour. Actuellement, concrètement aujourd'hui, nous sommes en train de déployer la solution au Togo, parce que ce pays en fait, il encourage la télémédecine. Donc là, c'est notre premier déploiement de la nouvelle plateforme, et c'est grâce à la numérisation du bout en bout de la chaîne de radiologie, on va pouvoir en fait traiter plusieurs images par jour. Ça va réduire le délai d'attente et puis après, ça va pouvoir détecter des éventuels tumeurs. Donc là, il faut dire que c'est une solution qui permet de sauver des vies. C'est une solution en fait qui permet de démocratiser l'accès à la santé. Donc là, on peut la déployer sur cloud, comme aussi également en local dans un hôpital, tout en respectant la confidentialité des patients, c'est-à-dire pour les hôpitaux qui ne souhaitent pas en fait envoyer leurs données sur cloud. Donc là, j'ai envie de dire que j'ai intégré Monacotech, l'incubateur gouvernemental, au mois de février, pour en fait projeter ces projets sous forme start-up. Quelques mois après, je me trouve sur le stand donc, du concours du numérique. Ça, c'est une grande chance. Donc là, je remercie vraiment l'écosystème entrepreneurial de Monaco. Il y en a pas mal d'eux qui m'ont supporté. Parmi eux, ils ont des stands aujourd'hui ici. Je suis très fier de cette collaboration et donc j'aimerais bien vous remercier tous. Merci beaucoup à vous. Merci bien. Restez sur scène. Je vais appeler Laurent Blomet. Je vais appeler aussi Fardi Mohamed à venir nous rejoindre. Et je donne la parole à Pascal Ruisson qui va nous donner quelques mots et surtout nous donner le nom du lauréat. Comme vous souhaitez. On commence par le lauréat ? Allez, on commence par le lauréat. Le 5e prix du numérique est remis à M. Moustapha Hamdi pour son projet Inodip. Merci beaucoup. Je suis ravi d'être parmi vous ce soir et de représenter donc Frédéric Ginta, délégué interministériel à l'attractivité et à la transition numérique, qui n'a pu être des nôtres ce soir. J'en profite tout de suite pour remercier M. Maurice Cohen pour l'organisation de ce Monaco Business, qui est vraiment un très bel événement et qui est devenu une véritable institution, une véritable vitrine du dynamisme économique en principauté. Simplement pour vous donner quelques mots au nom de Frédéric sur un petit bilan finalement d'Exaline Monaco au bout de 4 ans. On a commencé cette démarche de transformation numérique de la principauté il y a donc maintenant 4 ans.
Et on a fait, nous pensons, de très grandes avancées dans le domaine. Et aujourd'hui, cette transformation numérique est devenue une réalité, offrant à l'écosystème de la principauté un numérique à la fois performant, bien évidemment, mais aussi souverain, sécurisé, inclusif et responsable. Je vais dire quelques mots de sujets, notamment d'infrastructures, qui font du lien avec les sujets que vous avez tous évoqués, avec le gouvernement, avec les départements du gouvernement, avec les institutions, avec les organismes publics et privés et les partenaires privés. Nous avons mis en place depuis 4 ans des infrastructures extrêmement performantes. On va en citer quelques-unes. Le cloud souverain, qui est une première en Europe, Monaco Cloud. L'identité numérique pour les monégasques et les résidents, qui nous place dans le top 5 sur le sujet. La 5G sur tout le territoire, qui est une première mondiale. La fibre pour les particuliers et pour les entreprises. Et finalement, tout ceci est un socle indispensable à l'innovation aujourd'hui en principauté. Et c'est devenu une réalité pour avoir un écosystème qui aujourd'hui peut à la fois être compétitif et attractif. On peut aussi parler, et nous l'avons fait en relation avec le département des finances et de l'économie dans le cadre du plan de relance après le confinement, la mise en place, et on en a parlé tout à l'heure, du fonds bleu qui a permis de financer plus de 600 projets aujourd'hui, et qui a permis effectivement aussi d'accélérer la transformation des entreprises par le numérique. En parcourant le salon aujourd'hui, on se rend compte du dynamisme du tissu entrepreneurial en principauté, qui est capable à la fois d'avoir des idées innovantes, mais aussi qui apporte de la valeur à l'économie. Et finalement, tous les projets qu'on a vus ce soir et qui ont été présentés sont dans ce cadre. Et vraiment, je souhaite vraiment vous féliciter tous pour ce que vous nous avez apporté. Et encore une fois, pour Inodip qui a gagné et qui a un projet qui est particulièrement innovant et intéressant. Et on se rend compte que le numérique, finalement, permet d'aller apporter de la valeur dans des sujets aussi variés que la santé, les rallyes automobiles et l'immobilier. Et on l'a bien incarné ce soir. En conclusion, parce que je vais faire très court, je voulais juste vous dire qu'effectivement aujourd'hui nous avons les moyens d'aller plus loin. Nous avons des fondations qui sont solides. Le but, tout le monde le connaît, c'est préserver l'excellence de la principauté dans le monde d'aujourd'hui et de demain. Et nous avons tous un rôle à jouer. Et chers entrepreneurs, vous en êtes aujourd'hui des moteurs. Vous avez un rôle central et essentiel dans ce cadre. Je vous remercie. Merci beaucoup Pascal. Un petit mot? En fait, voilà. Donc, pour un start-upper, pour lancer son projet, il a besoin de 3 piliers. Donc, les 3 piliers sont en fait, bien évidemment, l'investissement, la technologie que vous venez de citer, y compris les clouds, la 5G, et la facilité administrative. Ces 3 piliers, je les ai trouvés à Monaco. Et ces projets, il n'a pas le choix, il doit réussir. Voilà. Merci. Bravo, bravo. Bien, écoutez, Maurice Cohen a dû s'absenter en son nom, je vous remercie tous infiniment, mais je voudrais surtout que vous applaudissiez Marina, qui est la véritable cheville ouvrière. Marina, un petit mot? Merci beaucoup d'être fidèle au Monaco Business. On a passé des années pas toujours évidentes pour être toujours présent, mais on est là grâce à vous. Merci à vous. Et vous, on espère la 11e édition l'année prochaine. Moi, je croyais qu'il y avait à boire. Oui, Bien, on se retrouve au cocktail. Merci beaucoup et passez une belle soirée.